selon votre intérêt, nous débattrons de différentes questions. Bon, on va peut-être parler un petit peu, insister un petit peu sur les mines, et puis nous passerons à l'énergie, nous passerons à l'agriculture ensuite, donc on aura les 3 thèmes successivement, et puis le débat sera ouvert sur n'importe lequel des thèmes selon vos intérêts. Mais en ce qui concerne les mines, les métiers présents sont des métiers utiles aussi pour l'avenir. Bien, je vais donner la parole à M. Kister, qui va, selon son inspiration, vous parler, s'il vous plaît, des mines, et je vous demande de l'applaudir. Monsieur Kister, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur Touré. Effectivement, vous avez très bien dressé le panel multidisciplinaire du secteur minier. Le secteur minier est associé à un grand nombre de métiers, de disciplines. Silence, s'il vous plaît. Qui vont des disciplines techniques, de la géologie, mécanique, informatique. J'ajouterais même du génie civil, c'est très lié, l'environnement. Et de plus en plus, on voit apparaître dans le secteur minier des disciplines plus attachées aux sciences humaines et sociales. Beaucoup de travail est à faire et reste à faire sur le domaine du développement local, des relations communautaires, de la communication, qui font appel donc plus à des disciplines transverses, moins, on va dire, scientifiques et techniques. Je crois que le secteur minier offre un grand champ de carrière, plein d'opportunités aussi d'évoluer vers d'autres secteurs. Il n'est pas rare de débuter dans la mine, de continuer dans le génie civil ou l'environnement pour après occuper des postes beaucoup plus transverses de management, de gestionnaire de projet, toutes disciplines confondues. Donc nous allons commencer l'énergie et je vais immédiatement vous passer un des panélistes, puisque j'ai 2 représentants de l'énergie ici. Nous sommes plus riches en panélistes. Merci beaucoup. Donc, merci bien, M. Touré. Je crois que ce problème d'énergie, c'est un problème qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'au niveau des mines, déjà, nous avons vu qu'il y a un déficit énorme en potentiel énergétique, en énergie électrique. Qu'est-ce qui se passe? C'est un domaine qui offre des possibilités gigantesques de formation. À mon sens, nous pouvons définir 3 axes. Le premier axe, qui n'est pas assez connu, c'est l'axe de technicien thermicien. Il s'agit des spécialistes qui sont formés en physique, en électronique et en informatique, qui doivent gérer les systèmes de chauffage, les fours, le froid et la climatisation. Donc dans ce domaine, il me semble qu'il y a un besoin énorme en formation et en technicien. Le deuxième axe que je voudrais définir ici, c'est le domaine du pétrole. C'est vrai que c'est une énergie, c'est des sources fossiles qui vont disparaître peut-être bientôt, mais ce n'est pas pour demain. Il serait bon que déjà la Guinée commence à former des ingénieurs du pétrole qui prendront le relais après le travail des géologues et des géophysiciens. Parce qu'en matière de pétrole, les géologues et les géophysiciens déterminent les gisements. C'est aux ingénieurs de pétrole à les prendre en charge et à produire le carburant dont on a besoin. Le troisième axe que je voudrais définir ici, c'est quoi? C'est effectivement les ingénieurs de développement au niveau des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Là, il s'agit du photovoltaïque, de l'éolien, de la géothermie et de la biomasse. C'est une énergie qui est en perspective, qui est assez porteuse et qui est pourvoyeuse d'emplois. Effectivement, la Guinée est ensoleillée 12 mois sur 12, toute l'année. Le besoin de formation est là pour qu'effectivement cette énergie soit exploitée à bon escient. Je vais demander à M. Biavogui, qui est un spécialiste de l'énergie, et ensuite on passera à Total. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bon, dans le secteur énergétique, vous savez, on a un énorme potentiel en énergie renouvelable. L'hydroélectricité, qui a une énergie moins polluante, où le coût de production est très bas. Nous avions aussi
les énergies éoliennes, nous avions la biomasse, il a tout à l'heure dit. Maintenant, nous avions identifié les capacités en termes de construction de grosses centrales. Maintenant, nous avions identifié les sites micro de 130 MW. Donc, il faut aujourd'hui, la situation du secteur, c'est vrai qu'il y a de sérieux problèmes. Le taux d'accès à l'électricité paraît encore très faible. C'est-à-dire nous avions 2 régions électriques qui sont différentes. Il y a maintenant les centres isolés. Maintenant, compte tenu de ces contraintes énergétiques, nous avions entrepris de très grands projets énergétiques. En termes de grands barrages, donc nous avions terminé le projet Caleta et actuellement le projet Swapeti est en cours. Aussi le projet Amaria. Maintenant, ça suppose qu'il faudrait au niveau de la formation qu'on essaye de voir, qu'on essaye de former, d'orienter plus les jeunes ou les formations vers le secteur énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut créer les lycées techniques, les collèges techniques, et éventuellement ceux qui ne pourront pas aller à l'université pourront être de très bons électriciens. Nous allons donner la parole à un énergéticien qui fait tout le processus de production de l'énergie et qui est Total, qui est un des plus grands opérateurs mondiaux en matière d'énergie, notamment de pétrole. Merci, monsieur le modérateur. Donc moi, je dirais, au niveau de la chaîne pétrolière, vous avez 3 grands secteurs. Le premier secteur, c'est ce qu'on appelle le secteur de l'exploration-production. C'est-à-dire que quand on s'implante dans un pays, on fait des recherches, et quand les recherches sont concluantes, alors on passe à la production. Donc ça, c'est le premier secteur qui s'appelle le secteur de l'exploration-production. Le deuxième secteur, c'est le secteur du raffinage. Parce qu'une fois qu'on a produit, le pétrole qu'on a produit n'est pas utilisable. Il faut le transformer. Et donc, on utilise des usines, et ces usines, on les appelle des raffineries. Et donc, ces raffineries donnent différents produits. Ça donne de l'essence, ça donne du gasoil, ça donne du lubrifiant, ça donne le bitume pour mettre sur les routes, etc. Donc, on a l'exploration-production, on a la raffinerie. Maintenant, une fois qu'on a fait la raffinerie, on passe à ce qu'on appelle la distribution. Et donc, c'est ce que vous voyez notamment en Guinée, la distribution se fait à travers les stations-service. Quand on est sur l'exploration-production, on a beaucoup plus besoin d'ingénieurs, on a beaucoup plus besoin de géologues, c'est-à-dire des formations véritablement d'ingénieurs sur les métiers de l'exploration-production, parce qu'on est véritablement sur des métiers dits techniques. Quand on arrive sur la raffinerie, on n'a pas besoin de géologues sur la raffinerie. On a plutôt besoin d'ingénieurs, de techniques qui font tourner des usines. Donc des électriciens, des ingénieurs techniques, etc. Et une fois qu'on arrive sur la distribution, on a moins besoin d'ingénieurs et on a plus besoin de collaborateurs qui ont des profils dits généralistes, c'est-à-dire soit des profils de commercial, comptabilité et gestion, des profils de ressources humaines pour diriger le personnel, ou alors quelques ingénieurs, mais dans le domaine du génie civil ou dans le domaine de la maintenance mécanique. Mais aujourd'hui, dans les écoles techniques en Guinée, il y a moins de 2% des élèves qui se destinent à l'agriculture. Donc l'agriculture reste toujours dans le domaine de l'agriculture de subsistance. Je voudrais que M. Bamba nous éclaire un peu sur ce qu'il faudrait faire dans ce domaine. Merci, monsieur le modérateur. Un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. L'agriculture guinéenne est une agriculture familiale dont 85% de la population vit de l'agriculture, de l'élevage
de la pêche et de la forêt. Et c'est grâce à ce secteur vital, porteur de croissance, que nos parents ont pu supporter nos écoles, ont pu s'occuper de notre santé, ont pu satisfaire à nos besoins les plus élémentaires. Cependant, toute la consommation guinéenne est concentrée sur le riz. Donc, il y a auparavant, on avait, selon les statistiques, 60 kg par habitant et par an. Aujourd'hui, on est à 110 kg par personne et par an. Ça veut dire que le riz est l'aliment de base. Il y a donc le manque de diversification agricole au niveau du pays. Il y a l'exode rural qui bat son plein parce que les jeunes qui constituent la force active de la production sont orientés vers les centres-villes. C'est pourquoi l'employabilité des jeunes, l'entrepreneuriat agricole dans le milieu rural est vraiment la voie la plus sûre pour pouvoir développer notre secteur qui est porteur de croissance. Il y a ici un invité, s'il vous plaît, que je vous prie d'écouter, qui va parler d'emploi. Parce que lui, c'est un chasseur de tête. Lui, il cherche à identifier les personnes qui travaillent dans les différents domaines. Et il va nous dire un petit peu dans quel domaine on cherche le plus d'emplois aujourd'hui, on cherche le plus de talents aujourd'hui, pour vous aider à réfléchir sur vos orientations. Je vais demander à M. Akweti de nous faire part de son savoir-faire. Ce que je voudrais vous garder à l'esprit, c'est simplement trois choses. Ça fait plus de 20 ans que nous recrutons pour des compagnies africaines et internationales, et vous devez savoir grosso modo que les emplois qui vont exister dans 10 ou 20 ans, 80% de ces emplois, on ne les connaît pas. 30% des compétences dont vous aurez besoin dans les 10 ans qui viennent, personne ne les connaît. Ça veut dire quoi? Qu'il faut simplement que vous gardiez à l'esprit que si vous voulez vous insérer sur le marché du travail, il est important de suivre les grandes tendances sectorielles qu'ils ont décrites et surtout comment les ruptures se font pour voir quelles sont les couches de compétences que vous devez développer. En gros, ça veut dire que l'école où on rentre en première année et on sort qu'en 6e année ou 7e année ou 5e année, ça va être bientôt fini. Ça veut dire que même au bout de la première année, vous devez être capable de développer une compétence pour aller travailler dans une entreprise ou un secteur donné. Et de retourner ensuite à l'école pour acquérir une nouvelle compétence. Donc, premier élément, mettez de la flexibilité dans votre système d'éducation en regardant les grandes tendances dans ces différents secteurs. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle l'université inversée. Quels sont les étudiants qui ont déjà fait un stage en entreprise? Levez la main. Bon. Le taux a l'air faible. Hein? Je crois qu'on est proche de 1 ou 2%. Je vois 3 ou 4 mains qui se lèvent. Alors ça, c'est le plus gros des dangers. Et un de vos camarades a posé la question, comment est-ce qu'on fait pour intégrer une entreprise? Justement, mon premier point étant que les ruptures se font de plus en plus rapidement dans le secteur de l'énergie, le secteur des mines, l'agro-industrie. Les ruptures sont tellement rapides qu'il faut impérativement qu'aujourd'hui, on fasse ce qu'on appelle l'université inverse. C'est-à-dire, vous commencez par l'entreprise. Et c'est ça le combat qu'on doit mener. Il faut absolument que vous ayez, lorsque vous rentrez à l'université, une première phase d'immersion en entreprise pour savoir ce qu'est une entreprise, ce dont elle a besoin et comment elle évolue. Et donc chaque année, c'est impératif de faire ce passage en entreprise qui vous permet de comprendre justement ce que le marché veut et d'adapter votre cursus. Donc très important le principe d'université inversée. Troisièmement, si vous voulez, quand un entrepreneur, un patron, le patron de Total par exemple, nous approche, sur la partie théorique, c'est-à-dire votre formation, a priori si vous avez une formation de base, on sait qu'elle a un minimum de valeur. Mais c'est surtout ce que vous savez faire
ce que vous savez faire. C'est extrêmement important. Et je vous invite, même quand vous êtes étudiant, que vous ne trouvez pas de stage, à vous constituer en réseau de jeunes entrepreneurs pour lancer des initiatives. Ce n'est pas forcément une question d'argent parfois. C'est une question d'abord d'avoir l'idée de se mettre ensemble, de solliciter un peu les parents, ce qu'on appelle les amis et la famille, pour vous donner un petit subside pour commencer une petite initiative. Quand vous prenez le secteur de l'énergie, vous savez, 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. Et ça va être très difficile d'électrifier toute l'Afrique en comptant sur les États. Un banc pour les panélistes. C'est un honneur d'avoir animé un panel de si haut niveau et de si grandes compétences. Désolé que nous n'ayons pas plus de temps pour les échanges. En tout cas, Nicolas, c'est ce que nous avons pu offrir à l'assistance. Mais naturellement, les panélistes restent après à votre disposition. Vous pouvez prendre leurs coordonnées et puis les consulter pour des questions que vous pouvez vous poser. Merci beaucoup et bon vent pour la suite de votre carrière.